Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du directoire d'Euronext. Il faut en parler, vous venez d'être renouvelé par vos actionnaires à la tête donc, de l'opérateur boursier pan-européen pour un troisième mandat de 4 ans avec 98,2, chaque voix compte, de vote favorable. C'est un plébiscite ça, non ? Oui, enfin, c'est une décision des actionnaires qui ont souhaité que l'équipe en place continue le travail qui a été engagé, je pense, avec succès depuis 8 ans. Oui. Bon, est-ce qu'on conserve toujours la même niacte, le même feu sacré, la même vista quand on rempile pour un troisième mandat ? Ben, je ne sais pas, je vous retourne la question. J'espère en faire autant, moi. Non, je pense que ça fait partie des choses assez évidentes. On a fait un énorme travail depuis 8 ans pour transformer une entreprise qui avait, quand je suis arrivé, un peu moins de 2 milliards de capitalisation boursière, qui est maintenant une capitalisation boursière proche de 8 milliards, qui a atteint même 10 milliards il y a quelques mois, qui avait un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions, qui a maintenant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard, enfin autour d'1,5 milliard. Donc oui, on a fait une grosse transformation, on a transformé la performance opérationnelle et financière. Euronext a changé de dimension, on peut le dire comme ça ? Oui, bah c'était la définition d'Euronext en 2014-2015, quand nous sommes arrivés, c'était que c'était les actifs en Europe que le groupe ICE, qui avait racheté le groupe NYSE Euronext, n'avait pas voulu garder. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons transformé cette entreprise dans la principale plateforme de marché en Europe, à la fois sur le listing, puisque l'essentiel des cotations en bourse en Europe se font maintenant sur les marchés Euronext, mais aussi... Un quart des actions échangées en Europe le sont sur Euronext. Oui, voilà. Et puis ça vous met où par rapport aux autres, par rapport à la Deutsche Börse, au London Stock Exchange ? C'est très clair. Les volumes échangés sur les marchés Euronext chaque jour sont à peu près le double de ceux qui sont échangés à Londres. La capitalisation... Pardon, je vous coupe, mais il faut se remettre... qui aurait pu penser qu'il y a 20 ans, on dirait ça ? Non mais... Oui. LSI qui était le parangon, enfin voilà, le leader. La capitalisation boursière agrégée sur les marchés d'Euronext sont à peu près le double de la capitalisation boursière agrégée à Londres. C'est 3 fois plus qu'à Francfort. Et surtout, la dynamique est claire. Il y a eu, depuis le début de l'année, 23 introductions en bourse sur Euronext, une dizaine à Londres et une à Francfort. Donc on est clairement dans une dynamique où, surtout pour les entreprises internationales, lorsqu'elles veulent se coter en Europe, désormais, c'est sur les marchés d'Euronext qu'elles le font. Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qu'on se fixe, que vous vous fixez, justement sur le poids des volumes de transactions sur Euronext par rapport au reste du marché européen ? On est à 25% aujourd'hui. Est-ce que vous dites, bon, ben voilà, on se fixe 30-35% ou est-ce que... Alors, ce que nous nous sommes fixés, et ça c'est deux chiffres très précis qu'on a communiqués avec les investisseurs, c'est que notre part de marché sur les marchés qu'on appelle LIT va être supérieure à... Qu'on appelle transparent, enfin sur les marchés qui ne sont pas les marchés, les négociations qui se passent hors marché, donc sur les marchés, sur les bourses ou sur ce qu'on appelle les MTF, c'est-à-dire les marchés réglementés à côté des bourses, notre part de marché doit rester supérieure à 63%. Mais cette réalité, elle est quand même extrêmement dynamique puisque nous avons des concurrents qui évoluent, une part des marchés non transparents, des marchés dark, des marchés opaques qui se développent, les endroits sur lesquels les différents opérateurs souhaitent céder leurs blocs, notamment en dehors des bourses, se développent. Et donc il faut qu'on veille à ce que les bourses, les marchés réglementés continuent à être la plateforme où les prix sont formés. Bon, vous avez veillé aussi à diversifier vos revenus chez Euronext pour moins dépendre, on comprend bien, de la volatilité des marchés. Est-ce que c'est une stratégie qui porte ses fruits ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Il faut accélérer. Est-ce que l'avenir, ce n'est pas justement aussi cette diversification ? Absolument. Il y a 2 axes de développement du groupe. Bien sûr, poursuivre la consolidation des bourses en Europe. Il n'en reste pas tant que ça. Il n'en reste pas tant que ça, mais il en reste quelques-unes. L'exemple qui me vient assez spontanément à l'esprit, c'est le groupe scandinave qui s'appelle Nasdaq Nordics, qui appartient au groupe Nasdaq, mais qui ne l'a pas toujours été, qui fut indépendant pendant longtemps, et qui sont les bourses de Stockholm, Helsinki, Copenhague, Reykjavik en Islande et les 3
petits pays baltes, Riga, Vilnius et Tallinn. Et là, les choses peuvent un jour évoluer si le Nasdaq décide de faire évoluer. Vous attendez un signal de la part du Nasdaq Non, pour le moment, le seul signal qui existe, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de céder cet actif. C'est clair, ça. Mais les bourses ne sont pas à vendre jusqu'au jour où elles le deviennent. On avait cette relation avec le groupe London Stock Exchange qui avait clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de céder Borsa Italiana. Puis, à l'occasion d'une transaction majeure comme l'acquisition de Refinitiv, il a reconsidéré son portefeuille d'actifs, surtout que dans ce cas spécifique, il y avait des questions d'antitrust qui les obligeaient à céder certains actifs. Donc, tout existe. Pour l'instant, c'est figé, c'est bloqué, mais l'histoire n'est pas écrite. Voilà, BME en Espagne appartient aujourd'hui au groupe Six. Le groupe Six peut évoluer dans le temps. Les choses peuvent bouger. Mais à côté de cette consolidation des bourses, à proprement parler, sur lesquelles il y a énormément de synergies, on y reviendra peut-être, comme celle qu'on est en train d'extraire avec l'acquisition de Borsa Italiana, où on avait pensé au début, en 2021, qu'on arriverait à extraire 60 millions de synergies d'ici 2024. Et en fait, on va extraire au moins 115 millions, c'est-à-dire presque le double de ce qu'on avait anticipé au départ. À côté de cette consolidation des bourses, il y a un effort de diversification que vous avez. C'est quoi la diversification ? La diversification, ça consiste à être opérateur de plateformes sur des classes d'actifs différentes des actions ou sur des business qui ne sont pas liés au volume. Alors, des classes d'actifs qui ne sont pas les actions, c'est par exemple ce qu'on a fait déjà avec la diversification dans les devises. On a une plateforme de trading de devises à New York et à Singapour qui s'appelle Euronext. Mais c'est de la vraie diversification, ça ? Bien sûr. L'électricité, Nord Pool, qui fait du trading d'électricité et qui marche très bien cette année en particulier à travers l'Europe, sur une base à l'origine scandinave. Les taux fixes, avec la dette souveraine italienne notamment, mais pas seulement italienne, qui se développe sur une plateforme à Rome qui s'appelle MTS. Et puis, les métiers qui ne sont pas liés à la négociation, qui sont des métiers de service, des métiers de vente de services aux entreprises. On a une division qu'on a créée dans ce domaine. Les métiers de post-négociation, les métiers de conservation de titres, les métiers dans lesquels nous ne sommes pas encore entrés, mais que nous explorons avec attention, comme la distribution de fonds, des métiers dans lesquels nous sommes, comme les données et les indices. Vous pourriez faire quoi dans la distribution de fonds ? On a regardé il y a quelques semaines, quelques mois, un actif espagnol qui s'appelait Allfunds, qu'on a décidé de ne pas faire. Non, parce qu'on a l'annonce des résultats 2022 et des perspectives 2023 étaient assez différentes des anticipations qui avaient été créées par l'entreprise. Et l'exercice de due diligence que nous avons mené n'était pas conclusif et il nous a incité à une certaine prudence par rapport à l'actif. Et en tout cas, ça ne veut pas dire que le dossier est définitivement refermé. Le dossier est refermé, oui, bien. Définitivement. Oui, enfin définitivement. Il n'y a rien qui est définitif dans la vie, sauf la mort. Mais durablement, il est refermé parce que les conditions de prix ne permettent pas de justifier ce qu'on pensait pouvoir extraire de l'actif. Donc il y a des sujets comme la distribution de fonds, des sujets comme la conservation, des sujets comme les données, sur lesquels il y a un ajustement des valorisations, parce que beaucoup d'actifs en matière de certains disent que c'est l'avenir, ça, la data. La data, c'est l'avenir, mais à un certain prix, pas à n'importe quel prix. Quand les gens me disent souvent « data is the new oil », je dis oui, mais le Venezuela est un grand pays producteur de pétrole, ça n'a pas de sens. Les données sont des business qui créent beaucoup de valeur, en effet, beaucoup d'adhérence, d'adhésion, de stickiness avec les clients, à condition que l'allocation du capital, quand on fait ce genre d'acquisition, le justifie. Parce qu'il y a des niveaux de prix dans lesquels, quand il faut payer 40 fois les résultats pour acheter un actif, moi je préfère payer un dividende plutôt que de payer un actif 40 fois les résultats. Oui. Tiens, puisqu'on parle de la data, je ne sais pas si c'est lié, mais ChatGPT, je ne sais pas si on met ça dedans, enfin, au sens intelligence artificielle au sens large. Est-ce que ChatGPT, ça peut améliorer la performance opérationnelle, financière et comment vous le voyez ? Parce que Bloomberg a communiqué en disant que ça fait déjà très longtemps qu'on en fait. Et tout. Oui, je crois qu'ils ont raison de préciser. ChatGPT, c'est la partie émergée la plus visible de l'intelligence artificielle. Mais il y a dessous un socle d'applications beaucoup plus robuste, beaucoup plus adapté aux besoins. Alors, Bloomberg, depuis une dizaine d'années, je crois, utilise
l'analyse du langage naturel, c'est-à-dire la conversation que nous sommes en train d'avoir passe dans un système qui va voir si ça justifie ou pas d'en faire une dépêche Bloomberg sans qu'aucun humain ne soit impliqué. Alors, selon les mots que nous allons utiliser et selon la punchline qu'on va utiliser ou pas, ça va finir dans une dépêche Bloomberg ou pas. Ça, c'est ce qu'ils font depuis déjà un certain nombre d'années. ChatGPT, c'est très efficace pour un adolescent stressé le dimanche soir qui a besoin de faire dans l'urgence un devoir pour le collège ou le lycée. C'est pas tellement adapté pour prendre une décision d'investissement. Parce que la définition du ChatGPT, c'est une approximation statistique assez dynamique d'informations primaires produites ailleurs, sans source. Donc c'est toute la question de la fiabilité. La fiabilité et l'approximation statistique, fût-elle dynamique et fût-elle assez fine, ça règle un certain nombre de problèmes. Ça permet de faire un truc potable le dimanche soir quand on veut faire un devoir et qu'on s'y est pris à la dernière minute et qu'on n'a pas eu le temps de faire des recherches. Ça ne permet pas de réaliser un certain nombre de décisions d'investissement. Donc ChatGPT, c'est une solution pour des questions très périphériques ou des travaux très préliminaires lorsqu'on ne prend pas de décision d'allocation de risque. Mais à l'intérieur des processus d'investissement, il y a évidemment beaucoup de briques de préparation de la décision qui sont capturables par l'intelligence artificielle sous différentes formes, à condition qu'on intègre tous les aspects. C'est-à-dire que ça n'est pas gratuit, ça n'est pas magique, ça n'est pas exhaustif, ça n'est pas fiable intégralement, mais ça permet de réaliser un certain nombre de tâches dans lesquelles la fiabilité n'est pas au centre de la préoccupation ou de l'objectif ou de la promesse, mais c'est que c'est plutôt la rapidité, dans lesquelles on est prêt à prendre, à engager des coûts parce que le remplacement de tâches humaines le justifie. Donc il y a un certain nombre de briques du processus opérationnel qui peuvent être, notamment dans le codage des... Mais ça ne sera pas une révolution, vous écoutez? Si, c'est une... Vous savez, moi, je ne suis pas ingénieur. Hein. Mon monde, à l'origine, c'est la philosophie, l'histoire et les sciences politiques. Donc, j'ai découvert ces questions-là dans ma vie professionnelle. Donc, moi, sur l'innovation, sur lesquelles je passe énormément de temps, je divise, quand les sujets arrivent, en trois boîtes. Le buzz, les trucs sur lesquels tout le monde raconte des histoires et s'amuse et parle dans les panels, etc., en s'enivrant de concepts euphorisants. Les enablers, les choses qui accélèrent un peu la vie quotidienne, c'est-à-dire quand arrive dans les années 90 la fonction email avec pièce jointe et copie A, ça transforme la manière de travailler. Et puis, mais ça, c'est des choses qui accélèrent la vie, un peu comme le Telex. Et puis, des choses qui transforment complètement le business. C'est-à-dire, si vous maîtrisez cette technologie, vous pouvez aller piquer du business à vos concurrents. Et si vos concurrents maîtrisent cette technologie, ils peuvent vous piquer du business. Ça, c'est une troisième catégorie. ChatGPT est où? L'intelligence artificielle fait partie de cette troisième catégorie. Celui qui maîtrise avec des conditions de fiabilité supérieures à ChatGPT. Celui qui maîtrise avec des conditions de coût supérieures à celles de la plupart des plateformes actuelles d'intelligence artificielle qui sont coûteuses. Celui qui arrive à circonscrire l'utilisation de la fiabilité de ces plateformes peut piquer du business à des gens qui n'ont pas cette plateforme. Donc, là, il y a une accélération de l'histoire. Je ne sais pas si vous parlez de révolution, parce que moi, je sais utiliser le terme révolution dans un cadre politique ou historique. En termes technologiques, c'est un peu plus ambivalent. Mais c'est clairement une rupture. Voilà, je crois que c'est ça le bon mot. Autant, si vous voulez, sur la blockchain, on s'aperçoit depuis 10 ans qu'il y a des niches ou des domaines dans lesquels la blockchain a résolu un certain nombre de problèmes, mais pas avec la promesse un peu universel que ça avait eu, c'est-à-dire la blockchain a transformé complètement le trading parce que la blockchain a permis la création d'une classe d'actifs qui sont les crypto-actifs, ce que les gens appellent parfois les crypto-monnaies, mais qui sont des crypto-actifs. Et ça, c'est une vraie innovation. Mais dans le fonctionnement des marchés, il y a certaines niches qui ont évolué, et ça ressemble un peu à ce qu'a fait ce que j'appelle les enablers, les facilitateurs comme l'email. Mais ça n'a pas transformé toute l'industrie dans tous les domaines. Je pense que l'intelligence artificielle porte en elle des transformations beaucoup plus importantes, et pas seulement
dans les coûts opérationnels, pas seulement dans le fonctionnement des équipes, pas seulement comme le fait qu'on s'est habitué depuis 2 siècles au fait que la force physique des humains n'est pas un élément fondamental du travail. Il va falloir s'habituer à l'idée que la capacité à traiter de l'information simple n'est plus un élément discriminant dans le travail. Bon, autre sujet, et en même temps, je lisais une interview de vous dans Challenge, vous disiez vouloir faire d'Euronext un Nasdaq à l'européenne. Ça m'a frappé, ça. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, parce que c'est vrai, parce que vous qui l'avez dit, mais c'est-à-dire. Il ne faut pas croire, il faut jamais croire ce qu'on lit dans le journal, parce que j'ai pas dit Nasdaq européen, c'est un mot que j'utilise pas, mais c'est probablement. Surpris, c'est pour ça. C'est pour ça que non, c'est un mot que j'utilise pas, parce que je n'utilise pas le nom des plateformes concurrentes pour définir notre ambition à nous, mais peut-être que ça a été compris comme cela. Manifestement, ça l'a été. Non, ce que nous voulons faire, c'est que les entreprises de croissance en Europe, et elles sont très nombreuses. Ça fait une dizaine d'années que les gouvernements locaux, les soutiens publics et le private equity a permis la croissance et l'émergence d'entreprises qui ont extrêmement bien développé leurs offres et qui sont passées d'une technologie à un produit, du produit à un business, du business à une société à un projet de croissance. Bon, elles arrivent, elles ont besoin de passer à l'échelle supérieure et l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'elles trouvent des fonds propres. Aujourd'hui, elles vont sur le Nasdaq. Non, elles ne vont pas du tout sur le Nasdaq. Dans le passé, vous comptez les entreprises européennes présentes sur le Nasdaq, elles sont très peu. Vous pouvez en citer alors elles vont où alors? 2 ou 3. Non, elles sortent peu en bourse. Par contre, ce qu'il faut éviter, ce n'est pas le stock de protéger le stock faible de sociétés présentes sur le Nasdaq, c'est que toutes ces boîtes qui sont privées, qui sont des beaux succès, ces fameuses licornes, lorsqu'elles vont décider d'entrer en bourse, il faut éviter qu'elles n'envisagent le concurrent américain. Et donc, ce que nous avons créé, c'est un programme qui s'appelle Euronext Tech Leaders, qui regroupe une centaine d'entreprises européennes cotées technologiques, cotées à travers l'Europe, pour créer un indice de référence, une sorte de marché technologique européen virtuel. Parce que, si vous voulez, la ville où les gens sont cotés n'a pas beaucoup de pertinence dans le marché Euronext. Vous avez une très belle entreprise de paiements digitaux qui s'appelle Adyen aux Pays-Bas, une très belle entreprise de paiements digitaux qui s'appelle Worldline en France. L'une est à Amsterdam, l'autre est à Paris, mais en fait, elles sont concurrentes et sont sur le même segment. Et donc, pour les investisseurs internationaux, ce qui est important, c'est que tout ça, c'est de la tech, tout ça, c'est des paiements digitaux européen. On pourra rivaliser à quel horizon avec Comment ? On pourra rivaliser à quel horizon avec le Nasdaq américain? On est déjà en rivalité avec eux. Ce que nous essayons de faire, c'est d'offrir, maintenant qu'on a 25% des actions qui sont négociées en Europe, qui sont négociées sur Euronext, maintenant qu'on a le plus gros bassin de liquidité en Europe, on est en capacité d'offrir ce qui n'existait pas avant la transformation d'Euronext aux émetteurs qui cherchent de la croissance en Europe, de le faire ici. Regardez Prada, qui n'est pas une entreprise de croissance créée l'année dernière, qui décide finalement de revenir ce côté à Milan après avoir fait ses expériences en Asie. La réalité, c'est qu'ils ne viennent pas parce que uniquement l'environnement géopolitique a changé. Ils viennent aussi parce que la Bourse de Milan fait désormais partie du plus gros pool de liquidités. Et c'est parce qu'on a créé cette alternative après le Brexit à Londres, c'est parce qu'on a créé une alternative au Nasdaq maintenant pour les entreprises de technologie qu'on offre cette... Le Brexit vous a servi ? Le Brexit je pense que sans le Brexit, Londres resterait la principale place financière de l'Union européenne. Aujourd'hui, Londres est la principale place financière du Royaume-Uni. Donc, c'est très important. La raison pour laquelle les émetteurs internationaux ne viennent plus coter à Londres est liée à 2 raisons. Le Brexit, bien sûr, et aussi le fait qu'il existe une alternative qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelle Euronext. Mais c'est vrai que le Brexit a été voté en juin 2016. Moi, je suis arrivé en novembre 2015. Il y a eu en parallèle, pendant ces 5-6 années, un processus de réalisation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et en parallèle, la construction de la consolidation d'un Euronext très différent aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque. Et donc, on a pu offrir à tous les utilisateurs de marché, que ce soit les investisseurs ou les entreprises, les émetteurs, une plateforme différente de celle qui était le rapport de force avant le Brexit. Juste, est-ce qu'on s'inquiète, et on est bientôt à la fin de l'entretien, on s'inquiète ou pas de voir une baisse de 24% des transactions au comptant sur les actions sur le premier trimestre? On a pourtant un CAC 40 qui est au plus haut, comme quoi ça ne veut rien dire.
on ne s'inquiète pas parce qu'on n'est pas né pour avoir peur ou être inquiet. On est résolu et déterminé à gérer les situations auxquelles on est confronté. Donc ce n'est pas de l'inquiétude. D'abord, le point de référence que vous indiquez, le moins 24% environ, c'est le premier trimestre 2022, qui était un trimestre incroyablement historique, puisque c'est le trimestre. Ça ne vous aura pas échappé dans le calendrier grégorien. Dans le premier trimestre, il y a le mois de février. Dans le mois de février, il y avait eu l'année dernière, le 24 février, qui était l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit à une volatilité des marchés sans précédent. Et donc, on avait eu des volumes incroyables. Cette année, les volumes du premier trimestre sont plus faibles parce que le mois de février a été... C'est la base de comparaison. La base de comparaison est très différente. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on reste très attentif à l'évolution des volumes parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup diversifié. On a à moins de 20% de notre business, de nos revenus, qui est réalisé dans les métiers dont on parle depuis un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il y a moins de 20% du chiffre d'affaires d'Euronext qui est réalisé dans la négociation d'actions. L'essentiel est réalisé ailleurs. Néanmoins, ça capte une attention particulière des investisseurs qu'il faut reconnaître. Moi, je suis assez confiant sur les perspectives de l'année. On a un CAC qui est encore à 7004. On a une croissance en Europe, en particulier en France, qui est plutôt meilleure que ce que tout le monde anticipait. On a une tenue des chiffres du chômage qui reste impressionnante. On a des indicateurs de tension sur certains segments du marché du travail qui montrent qu'il y a un niveau d'activité élevé. Donc moi, je suis assez confiant sur la dynamique des prochains mois. Bon, et sur la dynamique de l'action, il faut qu'on en parle. On est sur Boursorama de l'action Euronext. Euronext baisse de 15% sur un an en bourse. 30% de baisse depuis les plus hauts. C'était fin 2021 qu'un titre à 100 €. Vous ne pouvez pas évidemment être satisfait. Qu'est-ce qui... Non, écoutez, il y a 2 ou 3 explications. On a subi un peu le marché en 21. Tout le monde était, et quand nous étions à 100 €, tout le monde était aussi assez haut. Il y a eu un pic de marché pour les infrastructures à ce moment-là. Non, il y a 2 choses, je crois. Je crois que c'est un certain nombre de nos concurrents se sont diversifiés plus vite que nous. Parce que pendant les 7 années où nous étions partis du groupe NYSE, Deutsche Börse s'est beaucoup diversifié dans les métiers de taux. Et donc, quand les taux remontent et que Mme Lagarde monte les taux d'intérêt, c'est tout bénéf pour Deutsche Börse. Et puis LSE s'est beaucoup diversifié dans les data, dans les données. Et nous avons commencé plus tard. Donc on a payé entre guillemets un petit peu le retard en matière de diversification. On paye le fait que le reset reboot d'Euronext a commencé en fin 2015, début 2016. Ça, c'est une chose. La deuxième chose quand même, c'est que le marché n'a pas encore, à mon avis, intégré la création de valeur assez significative qu'on délivre en 2023. D'ici la fin 2023, on aura délivré 70 millions, dont 115 millions de synergies. On va délivrer 115 millions au total de synergies à la fin 2024. Donc la génération d'expansion des EBITDA qui est absolument certaine, qui est déjà dans le sac, comme n'est pas encore totalement intégré par les marchés. Donc, on sort trimestre après trimestre ces bonnes nouvelles. Donc, on a intégré, on a connecté les marchés italiens au marché, au pool de liquidité unique, à la plateforme technologique unique, au carnet d'ordre unique il y a quelques semaines. Donc, ces grosses migrations, comme la migration du core data center d'Euronext, ces gros projets à venir sur notamment la compensation, puisqu'on va intégrer l'intégralité de la compensation européenne des clients Euronext dans une société à l'intérieur du groupe Euronext, qui s'appelle Euronext Clearing. On va mettre fin à un certain nombre de contrats de relations clients-fournisseurs qu'on avait avec une filiale du groupe London Stock Exchange. Tout ça va libérer des synergies qui vont être assez considérables. Et peut-être que les marchés attendent de voir cette génération de cash flow, mais le groupe se désendette très vite, extrêmement vite. La génération de trésorerie est significative, la livraison des gros projets de synergie est massive. Donc moi, je suis pas... il est bullish là, Stéphane Boujnah. Il est absolument bullish. Allez, merci de passer nous voir. Entretien donc avec Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext. Merci beaucoup, à bientôt.